Cette nouvelle table ronde, il ne vous a pas échappé que vendredi dernier, il s'est passé énormément de choses. Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé qu'il s'opposait au traité de libre-échange, le Mercosur, en estimant que son homologue, le président brésilien, avait menti sur ses engagements en faveur de l'environnement. Ce même jour, Washington faisait savoir qu'il relevait à partir du 1er octobre les tarifs douaniers de 25% à 30% sur 250 milliards de dollars de marchandises chinoises. Donc la guerre fait rage, la doctrine America First semble pousser tous les partenaires à une surenchère de représailles économiques. Vers où va-t-on ? De quelle ouverture des échanges peut-on parler désormais ? Eh bien, Made in France versus Made in Monde, tel est le thème que vont aborder les membres de ce panel d'éminents invités rassemblés par le MEDEF, que j'invite à me rejoindre sur scène. Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur Montebourg, ministre, ancien ministre, entrepreneur, si vous voulez bien nous rejoindre également, ancien ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Monsieur Lushan, ambassadeur de Chine en France, merci d'être avec nous. C'est votre première apparition publique en France. Vous êtes un ambassadeur tout frais. Avec nous, tout frais également, Pascal Lamy, ex-directeur général de l'OMC, président éméritus de l'Institut Jacques Delors. Et pour finir, en apothéose, Pascal Cagny, si vous voulez bien nous rejoindre également, le président de Business France, qui, comme vous le savez, aide à l'export, la promotion de l'image de la France et les investissements étrangers. Prenez place. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, comme je le disais, on parle dans ce sujet Made in France, Made in le monde, mais encore faudrait-il savoir ce que l'on met sous ce terme Made in France. Si on parle d'une voiture, je me suis laissé dire que dans une voiture aujourd'hui, il y a au moins 40% de composants étrangers. Alors, quelle est votre lecture, à vous, du Made in France aujourd'hui ? Bien, bonjour à toutes et à tous. Sujet qui est au cœur de l'actualité, naturellement. Et pour répondre à votre question, je pense qu'il y a naturellement le Made in France. Et nous sommes nombreux à nous être battus sur cette tribune, quels que soient les gouvernements, à essayer de favoriser la relocalisation par un certain nombre de politiques. Mais je crois qu'il faut aussi prendre en considération le Made with France. Parce qu'en réalité, vous pouvez être français, ayant établi une filiale à l'étranger pour desservir un marché local, faisant travailler des locaux certes, mais avec une valeur ajoutée également française. Et je pense qu'il faut qu'on ait cette vision qui va également au-delà de la France, au-delà du territoire national, mais qui comprend, qui inclut l'utilisation du savoir-faire français et qui rapporte également au pays. Alors c'est vrai que vous savez, en tant que responsable du commerce extérieur, souvent on me dit oh là là, on se met sous Prozac, on a 60 milliards de déficit commercial. Mais en réalité, je pense qu'il faut avoir là aussi une vision plus large. Bon, d'une part, nos exportations continuent à croître de façon très dynamique, plus 6% sur le premier semestre, et que nous avons également une présence au monde qui est peut-être un peu différente de nos amis allemands ou italiens, avec ces nombreux établissements hors de France qui génèrent des remontées de capitaux vers le pays qui sont réinvestis. Et quand on regarde cela, c'est 70 milliards d'euros qui remontent vers la France. Donc en réalité, quand on regarde cela, il y a une sorte d'équilibre qui se fait. Et je crois qu'il y a toute une explication à faire de cette présence française à l'international pour ne pas en rester à des chiffres qui pourraient nous donner le vertige et dont je suis sûr qu'ils seront meilleurs aussi lorsqu'on aura fait notre transition écologique. Parce qu'on le sait, 2/3 de notre déficit commercial, c'est la facture énergétique. Et de ce point de vue-là, dès lors qu'on l'aura réduite, on ira dans le bon sens aussi. Alors la mondialisation, monsieur le ministre, monsieur Montebourg, à votre époque au gouvernement, vous avez eu fort à faire également sur ces sujets de globalisation, de Made in France, dont vous avez été l'ardent défenseur. Vous qui avez encore plus de recul peut-être aujourd'hui, quelle est votre lecture de l'ouverture des échanges sur 30 ans, sur longue durée ? Si on regarde, d'abord merci de votre invitation et bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Si on regarde sur le temps long, les 20 dernières années, nous sortons d'une période de fondamentalisme quasi religieux sur le libre-échange, c'est-à-dire une sorte
d'obligation d'y croire, ce qu'un économiste réputé, professeur Harvard, M. Danny Rodrik, appelle l'hypermondialisation. Et quand on regarde aujourd'hui ce qui se produit, on voit d'abord que le bilan a changé de couleur par rapport aux discours qui ont été faits. La mondialisation ou l'hypermondialisation est instable, c'est-à-dire que c'est un facteur de propagation des crises, ce que nous avons vécu très cruellement il y a 10 ans dans la crise dite des subprimes. C'est une mondialisation qui est déloyale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles communes, dans la mesure où des pays peuvent faire du dumping environnemental, ne pas respecter les lois environnementales, eh bien, il y a finalement des délocalisations vers des zones de pollution possibles. Le dumping social, c'est exactement la même chose, puisque vous mettez en concurrence, comme disait Hubert Védrine, des pays industrialisés qui ont presque 100 ans d'acquis sociaux avec des pays où il n'y a pas de droits sociaux pour les travailleurs. Donc il y a là une concurrence déloyale qui a provoqué, par exemple, aux États-Unis, une étude du MIT a montré, une étude indépendante de chercheurs économistes, qu'en 12 ans, entre 1999 et 2011, les États-Unis d'Amérique avaient perdu 2,4 millions d'emplois après le phénomène chinois, c'est-à-dire d'arrivée de la Chine dans le concert des nations du libre-échange au sein de l'OMC. Ce qui donne aujourd'hui une lecture politique de ce qui se passe avec le trumpisme et les réactions extrêmement violentes et agressives du côté américain. Elle est enfin inégalitaire. Il y a une étude de McKinsey, ce n'est pas une officine soupçonnable, j'allais dire, de gauchisme, qui a fait une analyse sur la dernière décennie. Dans les pays de l'OCDE, 580 millions de ménages ont vu soit leur revenu baisser, soit stagner, ce qui correspond à 70% en fait de la population active. Et pendant ce temps-là, pendant que finalement les 10 dernières années ont continué un peu à créer de la richesse avec une croissance faible, vous avez eu 80% de cette richesse qui est allée entre les mains de 1% des personnes, montrant à quel point il n'y a plus aujourd'hui de consensus. D'ailleurs, j'ai fait une petite recension, j'allais dire, du retournement de veste, si je peux employer cette expression un peu distrayante, intellectuelle, des économistes qui étaient les plus engagés en faveur de la mondialisation, parce qu'ils ont changé d'avis, et c'est ce qui est le plus estimable. Reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on peut finalement penser différemment d'il y a 10 ans ou 20 ans. Ça n'arrive pas que dans le monde des économistes, hélas. Pardon ? Non, vous qui connaissez bien le monde politique... Oui, c'est vrai. Non, mais j'en faisais l'éloge. C'est-à-dire que changer d'avis peut être considéré comme intelligent. C'était ça que je disais. Sur le Mercosur, on en parle. Et c'est intéressant parce que quelqu'un comme Paul Samuelson, excusez-moi, j'ai mis du temps à trouver mes notes, Paul Samuelson, qui était un des apôtres de ce fondamentalisme du libre-échange, disait « Les pays riches s'appauvrissent dans l'échange ». Paul Krugman, outre qu'il ait prix Nobel, avait été un des grands défenseurs de la mondialisation, il dit « La mondialisation nourrit les inégalités et c'est un projet plus ou moins fini ». Danny Rodrik, que je citais à l'instant, condamne l'hypermondialisation et salue l'abandon par Trump des accords de libre-échange, enfin multilatéraux de libre-échange. Raghuram Rajan, ancien chef économiste au FMI, lui-même ancien patron de la Banque centrale indienne, explique que la mondialisation a eu des effets négatifs sur la croissance. Enfin, le plus intéressant, c'est Larry Summers, qui explique, qui en appelle à la promotion, tenez-vous bien, d'un nationalisme responsable. Donc, quand on met bout à bout, finalement, l'explosion des inégalités, la destruction des ressources naturelles qui en est découlée par l'exploitation, la surexploitation de ces ressources, l'inquiétude mondiale sur le dérèglement climatique, l'appauvrissement des classes moyennes qui en est résulté, le sentiment aussi de plus en plus fort de colonisation, soit numérique, soit économique, par les deux grands empires, et je salue ici monsieur l'ambassadeur de Chine, nous aurions pu dire la même chose des États-Unis d'Amérique, ces deux grands empires qui commencent à prendre le contrôle d'éléments stratégiques dans toutes les économies du monde, des pays anciennement industrialisés ou émergents, nous pouvons comprendre la révolte politique qui est en train de se produire et les conséquences politiques qui sont en train d'apparaître dans la quasi-totalité des pays dits industrialisés de l'OCDE. Donc je ne vois pas comment il n'y aura pas, pour essayer de tracer le chemin de l'avenir, en essayant de regarder froidement et en objectivant le débat,
en essayant d'enlever l'affectivité ou même les positions qu'on a pu avoir les uns et les autres, je ne vois pas comment on évitera le retour des États-nations et surtout des politiques de rééquilibrage protectionnistes, à tout le moins mercantilistes. Voilà ce que j'aurais pu dire. Merci pour entrer dans le vif du sujet. On ne peut pas parler de mondialisation quasiment sans prononcer le mot de la Chine, qui a un rôle extrêmement important. Monsieur Louchane, je précise, vous parlez en français, merci de faire cet effort pour le public. Quelle est votre opinion sur la globalisation économique ? Oui, merci. Alors, je viens d'arriver il y a tout juste un mois, donc c'est le premier événement public auquel je participe. C'est pourquoi j'ai le grand honneur d'être parmi vous et de m'entretenir avec vous sur la mondialisation. D'après moi, la mondialisation, c'est la conséquence de l'industrialisation et du progrès scientifique et technologique. À partir de la révolution industrielle, au milieu du 19e siècle, 3 cycles de mondialisation ont optimisé dans le monde les principaux facteurs que sont le capital, les hommes, la technologie, favorisant ainsi fortement l'essor du commerce, des technologies et des échanges entre différentes cultures. Les pays qui, les premiers et le plus vigoureusement, se sont engagés dans la mondialisation sont ceux qui disposent aujourd'hui des économies les plus développées. Ceci est une règle générale qui, naturellement, ne s'applique pas aux anciennes colonies occidentales qui, ayant fourni d'énormes contingents de ressources matérielles et humaines, ont été vigoureusement pillés. Les pays qui, plus tard, ont réussi à se positionner dans la division internationale du travail ont également réussi à se développer. Certains se sont hissés, même parmi les plus avancés, comme en témoignent les 4 dragons, les 4 tigres asiatiques et aussi bien évidemment la Chine. On voit ainsi que l'intégration économique de tous les pays du monde est une tendance historique majeure et qu'elle s'accomplit par-delà la volonté des hommes. Merci. Merci. On a tout à l'heure évoqué le terme de libre-échange, je crois, dans votre propos, Monsieur Montebourg. Pascal Lamy, en préparant cette réunion, vous me disiez, moi, le libre-échange, je ne vois pas ce que c'est, ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce qu'on en parle quand même beaucoup. Non, quand je dis le libre-échange, ça n'existe pas, j'énonce un fait que tous les jours vérifie. L'échange commercial international n'est pas libre. Et la question n'est pas de savoir si l'échange doit être libre ou pas libre. Ça, ce sont des débats théoriques, académiques, philosophiques, très intéressants. Et Arnaud a toujours eu là-dessus une position assez radicale, qui le mène d'ailleurs encore, comme aujourd'hui, à prôner le protectionnisme. La question n'est pas celle-là. La question, c'est de savoir si on doit aller dans la direction de l'ouverture des échanges ou non. Est-ce que l'ouverture des échanges est la bonne direction? Ma réponse reste et demeure oui, parce que ça marche mieux que la fermeture des échanges pour ce qui est de la création du bien-être pour les humains. Est-ce que la mondialisation d'aujourd'hui répond aux critères d'un échange international qui se développe en fournissant à tout le monde de bons résultats? Non. Tout simplement parce que la mondialisation d'aujourd'hui, c'est l'incarnation de ce qu'on appelle le capitalisme de marché. C'est la version contemporaine du capitalisme de marché, qui n'est pas né il y a 50 ans, il y a beaucoup plus longtemps. Et nous le savons, rien de nouveau sous le soleil de ce point de vue-là, c'est efficace et douloureux. Le capitalisme de marché est un système efficace et douloureux. Les entrepreneurs qui sont ici le savent, et dans sa version mondiale, qui est effectivement
l'hypercapitalisme, c'est hyper efficace et hyper douloureux. Et donc la question, c'est de savoir si les efficacités, les efficiences que crée la division internationale du travail sont ou non correctement réparties dans des populations dont une partie voit les bénéfices et dont une partie voit les coûts. Et on sait bien qu'en politique, expliquer à des gens qui encaissent les coûts que finalement c'est pas si grave parce qu'il y a plus de gagnants que de perdants, ça ne marche pas. Donc on reste dans la question centrale, la mondialisation, et je suis d'accord de ce point de vue-là avec l'ambassadeur de Chine, dont le moteur essentiel est la technologie, en ce qu'elle écrase le coût de la distance, est un système qui doit être régulé, qui doit être maîtrisé, de manière non pas nationale, parce que le monde est mondialisé, mais mondial. Et la grande question, c'est de savoir si ou non nous avons aujourd'hui les moyens de maîtriser, de réguler cette mondialisation quand il faut faire appel au niveau mondial de la régulation. Ce n'est pas toujours le cas. S'il s'agit de protéger la santé des Français, les Français décident des conditions dans lesquelles les échanges internationaux sont ou non favorables à la santé des Français. Alors, il se trouve qu'une partie de ça se gère au niveau européen, mais c'est la même chose. S'il s'agit de protéger l'environnement, l'Europe, l'Union européenne, a tout à fait les moyens de décider ce qui, dans l'échange international, et notamment du point de vue des biens, doit être accepté comme au titre des importations, selon que ça matche ou non des régulations françaises sur les niveaux de pesticides, sur les produits chimiques, etc. C'est évidemment beaucoup plus compliqué en matière sociale, à supposer que la régulation de la mondialisation consiste à protéger non plus la santé ou l'environnement, mais des emplois. Et c'est là qu'on diverge souvent, notamment avec Arnaud. Sur les deux premiers points, on n'a pas vraiment de difficulté. On reconnaît tous les deux qu'il y a un exercice de la souveraineté pour un certain nombre de protections de nos populations. Là où c'est plus compliqué, c'est sur la protection des emplois. Je ne suis pas d'accord avec lui, ça fait longtemps que ça dure, on en a discuté tous les deux ensemble souvent, sur le fait que c'est le protectionnisme qui protège les emplois. Non, le protectionnisme, l'expérience le prouve, ne protège pas les emplois. Et d'ailleurs, on est en train d'avoir une expérience en grandeur nature, non pas par un Européen, non pas par un académique, mais par un type qui s'appelle Donald Trump, qui est président des États-Unis, qui manie l'arme protectionnisme, soi-disant, au bénéfice de son économie, et on va voir le résultat. Là, on a une expérience en grandeur nature. Ceux d'entre nous qui ont encore des doutes théoriques, on a un laboratoire sous les yeux. On va revenir sur le protectionnisme. Pascal Cagny, vous êtes président de Business France, ambassadeur pour les investisseurs étrangers. Et effectivement, face à ce déchaînement des US contre l'Union européenne, contre la Chine, face à des interlocuteurs comme le président brésilien, on a l'impression que ça va être de plus en plus difficile pour la France de peser d'un point de vue économique. Alors, hier, le ministre de l'économie qui a fait une superbe intervention à la REF nous disait que la France se croit faible mais qu'elle est forte, que la France est le premier pays, si je ne m'abuse, pour les investissements étrangers. Tout de même, malgré les exportations en hausse au premier semestre, le solde des échanges reste négatif, moins 5,2 milliards. Hein. Alors, quel bilan faites-vous quant à vous ? Écoutez, je laisserai à mon ministre le soin de parler de ces échanges, mais avant d'être dans cette fonction, j'ai été un patron d'entreprise, et donc je suis quelqu'un de très pragmatique. Dans un groupe américain, je le précise, c'est pas neutre pour notre sujet. Et donc, plutôt que de rentrer dans la litanie que notre cher ministre Arnaud Montebourg nous a parlé sur la mondialisation qui ne serait pas heureuse, qui serait celle de tous les maux, je pense que le débat, c'est celui que pose Pascal Lamy, c'est que va-t-on faire aujourd'hui ? Or, aujourd'hui, il faut plus se préoccuper de l'hégémonie occidentale qui n'existe plus, c'est ce que le président de la République a encore répété à la semaine des ambassadeurs, c'est se dire comment on va pouvoir, dans ce nouvel ordre mondial, essayer de faire en sorte que les gens qui ont le plaisir ou le pouvoir de pouvoir avoir comme volonté première de sauver la planète, eh bien, on puisse leur donner les moyens de le faire. Ce sont essentiellement les classes aisées. Que ceux qui en sont encore à se préoccuper du coût du gasoil, de l'essence, c'est ce qu'on a vu avec les gilets jaunes, ou de la ponction forte sur leur pouvoir d'achat qui est faite par le pack de haut débit, de Canal+, de Netflix, bref, du revenu disponible de tous ces gens-là qui étaient dans la rue il y a encore quelques jours, puissent être dans un monde plus heureux, et qu'enfin on puisse se préoccuper de comment on va
retrouver cet équilibre. Donc, ce qui est en cause, ce n'est pas simplement les échanges, pointer du doigt la mondialisation, c'est faire en sorte qu'on retrouve une sorte d'harmonie. Or, aujourd'hui, notre pays a pris clairement depuis de nombreuses années, mais particulièrement depuis 2 années, le taureau par les cornes. On est rentré dans une vraie logique de réforme, et ce qui fait qu'aujourd'hui, Etty Kearney, il y a encore 2 ou 3 mois, nous disait que nous devenions le 5e pays le plus attractif. Que Ernst & Young, qui a été pendant de longues années une structure qui nous a expliqué qu'on n'était pas du tout attractif, eh bien, reconnaît qu'on a eu plus d'investissements étrangers. Donc, on attire. Donc, ce débat Made in France, Made in Monde est dépassé. La réalité des choses, c'est que le Made in France, il n'y a pas un seul produit Made in France à 100%. J'ai vécu chez Apple, évidemment, le fait que dans une chaîne de valeur ajoutée, et Pascal Lamy le montrait bien, on parlait de la Chine qui allait prendre toute la valeur ajoutée du iPhone. La réalité des choses, c'est qu'elle ne l'a pas fait. Et que les produits et les composants discrets qui venaient de Taïwan, d'Angleterre, de France, amenaient de l'emploi en place. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, moi, je suis personnellement en rôle obsédé par une seule chose, c'est par les atouts de la France. Et on a des atouts pour tirer parti, non pas de ce premier quart du XXIe siècle, on a perdu un peu de la bataille. Il n'y a pas une seule société européenne et française dans les 20 grandes capitalisations boursières Internet. Et qu'on se préoccupe de ce qui va venir. Et là, il nous faut mettre en place, en gros, un carré magique de l'attractivité. Et il faut aller à l'emporte-pièce ou à l'inverse de ce qui est fait. Et le carré magique de l'attractivité, c'est 4 choses. C'est être d'abord un pays extrêmement ouvert. Aujourd'hui, on veut passer de 349 000 à 500 000 étudiants étrangers sur le territoire français. On souhaite et on est très fiers d'avoir plus de 40% de nos doctorants qui sont français. On a un French Tech Visa, un passeport qui nous permet de tirer les talents chez nous. Donc première idée, on veut attirer les talents. Deuxième idée, on veut reconnaître que le million d'ingénieurs français qui sont plus nombreux que nos ingénieurs en Allemagne, que nos centres de recherche et développement qui sont forts, nos instituts de recherche, on redécouvre le CNRS et l'INRIA, puisse faire en sorte qu'on puisse maintenir un rôle et une place très importante, notre aptitude à breveter nos savoir-faire. Qu'on tire parti de quelque chose d'exceptionnel et que l'ARF et Geoffroy illustrent fort bien, c'est que nos gamins ici, il y a 10 ans, voulaient pour être moins de 13% être entrepreneurs. 60% d'entre eux aujourd'hui veulent être entrepreneurs. C'est un changement culturel massif dont on tire parti avec la French Tech et avec le fait que notre économie a embrassé totalement cette révolution digitale, tant et si bien que 28 des grands groupes du Fortune 500 sont français, plus que tous les autres pays européens. Et qu'enfin, on découvre cette industrie, puisque cette industrie est nécessaire, est créatrice de richesses, et que plutôt que d'être dans le monde de Zola, on peut montrer le 4.0 et la rendre un peu plus sexy, d'où ce que fait Agnès Pannier-Runacher sur la French Fab Tour et les vitrines de l'industrie et l'usine extraordinaire. Donc aujourd'hui, plutôt que de se lamenter sur ce qui s'est passé, essayons de prendre le taureau par les cornes, utilisons un débat comme un forum comme celui qui est le nôtre aujourd'hui, et essayons de trouver des solutions. Et les solutions vont encore et toujours dans la spécialisation, vont dans le fait que la France doit être uniquement forte sur quelques axes qui, dans cette chaîne de valeur ajoutée, est unique. Et une France qui doit être aussi extrêmement accueillante à l'égard de la Chine, à l'inverse de ce qu'on nous raconte tous les jours, puisque 98% de tout ce qui est échangé entre France et Chine ne fait l'objet d'aucune préoccupation d'un ordre stratégique. Et donc, quand SenseTime vient en France, fait, mon cher Arnaud, de la reconnaissance faciale, et qu'on est préoccupé que demain, tout le monde va pouvoir reconnaître tout le monde, eh bien, il faut reconnaître que ces gens-là doivent nous amener cette technologie parce qu'ils sont en pointe sur ce secteur-là. Donc, j'aimerais être, dans mon style, à l'emporte-pièce de ce qu'on raconte et épouser de manière totale ce que fait la Chine de meilleur, qu'on les accueille sur les territoires nationaux et pour qu'on continue à avoir en investissement étranger, près de 10% de nos emplois qui soient français, 20% de la R&D qui est faite par des entreprises étrangères, 30% de nos exportations qui sont le fait d'entreprises étrangères sur le territoire national. Monsieur Lemoine, la mondialisation a de bons côtés, il faut la maîtriser. Est-ce à dire, comme le dit Pascal Cagny, que peu importe l'éthique climatique, vous dites, du moment que c'est techno, c'est génial, il faut que ça vienne en France. Quelle est votre lecture à vous, monsieur Le... Je reprends le début de votre question, vous évoquiez la maîtrise de la mondialisation. Et il est clair que avant, il y a 40 ans, le monde, il y avait un nord, un sud. Aujourd'hui, dans chacun de nos pays, en fait, cette fracture est là. Il y a en France un nord, un sud. Je suis conseiller départemental de Lyon, on a en commun avec Arnaud Montebourg la Bourgogne.
mais permanence, c'est aussi des gens qui survivent avec 400, 500, 600 euros par mois. Et donc ça veut dire que face à cela, naturellement, les peuples se révoltent. Et donc, un des enjeux pour la France, puissance d'équilibre qu'a évoqué le président de la République, eh bien, c'est de se poser un peu en médiatrice avec l'Union européenne face à des acteurs, je pense aux États-Unis et à la Chine, qui, pour les uns, remettent en cause les organes de règlement des différends au sein de l'OMC, nos amis américains, et qui, pour les autres, ont encore un capitalisme d'État qui procure un certain nombre d'avantages et de distorsions par rapport à d'autres acteurs. Et c'est un débat que nous avons avec nos amis chinois. Et donc nous devons absolument, en tant qu'Européens, arriver à engager ces différents partenaires pour progresser. Parce qu'au mois de décembre prochain, si rien ne change, tout simplement, les règles qui fondent le commerce mondial vont tout simplement, petit à petit, disparaître. On n'aura plus d'organes d'appel permettant de statuer, permettant de fonctionner et de statuer à l'OMC. Ça veut dire que s'il n'y a pas la capacité à faire respecter des règles, ces règles ne seront plus opérationnelles. Et sachant que nous avons besoin d'élaborer de nouvelles règles, parce que le sujet climatique, on ne peut très clairement, il faut le prendre à bras-le-corps. Et la politique commerciale européenne, je peux dire que la France, elle est à l'avant-garde. Alors avant-garde, ça veut dire parfois isolé, hein. C'est la traduction politiquement moins correcte. À Bruxelles, quand on veut verdir la politique commerciale, on se retrouve un peu seul, mais petit à petit, je me rends compte que ça progresse, il y a une prise de conscience et on doit absolument, dans les accords commerciaux, tenir compte de ça, parce que ce qu'on appelle le level playing field, l'équité, elle se retrouve à travers le respect d'un certain nombre de normes et de façons de faire qui doivent respecter l'environnement, le climat, les normes sociales fondamentales. C'est vrai qu'en normes, en règles, on est fort en France. Quelle est, M. Montebourg, votre opinion sur les traités de libre-échange négociés récemment? Parce qu'on parle de grands concepts, libre-échange et mondialisation, mais il y a des traités, et qu'est-ce qui est de concret? Quel est votre regard là-dessus? Ce sont des traités de l'Ancien Monde, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas conditionnés par l'affirmation des exigences aujourd'hui des sociétés comme la nôtre. Les traités du Mercosur ne font pas une place suffisante aux préoccupations environnementales, de sorte que l'impératif de compétitivité, de mise en concurrence des économies d'Amérique latine avec l'Union européenne est plus fort que les préoccupations actuelles liées à l'environnement. Donc cette question-là, c'est la question de la régulation de la mondialisation. Il n'y a pas eu de clause sociale dans les accords de libre-échange, que je sache. Et pourtant, il y a au plan mondial une organisation qui fabrique des normes, s'appelle l'Organisation internationale du travail, pour essayer à peu près d'harmoniser à minima ce que doit être le travail dans les entreprises du monde entier, même dans des dictatures ou des lieux où les droits des travailleurs sont bien plus faibles que dans les pays de l'OCDE. Que je sache, il n'y a pas de clause environnementale dans les accords de libre-échange. Donc cette question doit être absolument intensifiée. Et pour moi, la régulation, ce ne sont pas des mots. Ce doit être des conditions. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on a eu le débat sur le bœuf aux hormones de croissance, c'était il y a une quinzaine d'années, les Européens avaient dit « nous ne voulons pas manger du bœuf qui a été élevé avec des hormones de croissance ». Et les organismes internationaux, qui étaient l'OMC notamment, l'organisme des règlements différents, a condamné l'Union européenne qui avait dit « vous n'avez pas de preuves scientifiques que l'hormone de croissance est mauvaise pour la santé, donc sur le plan de la sécurité sanitaire, le droit de l'environnement que vous invoquez n'est pas opposable », montrant qu'il n'y avait pas de régulation sur des préférences collectives. Qu'est-ce qu'invoquait l'Union européenne, avec la France d'ailleurs à cette époque? Elle disait « nous avons, nous, un principe de précaution où on ne sait pas si c'est mauvais pour la santé, mais quand même, nous nous méfions de ces hormones de croissance, et nous ne les pratiquons pas, donc nous conditionnons nos importations à l'absence d'hormones de croissance. » Et sur le plan de la régulation, c'est-à-dire l'Organisation mondiale du commerce, il n'y a pas eu les réponses favorables. Donc il n'y a pas de régulation, nous le savons. En tout cas, elle est
anecdotique et insuffisante. Alors, je voudrais m'adresser à monsieur l'ambassadeur de Chine en un mot. Oui, et puis, bien, oui. Pascal Lamy... Parce qu'il va s'étouffer, monsieur Lamy, je vois depuis tout à l'heure, donc je vais lui donner la parole. Arnaud sait très bien comment me faire bouillir. Mais je voudrais reprendre la parole après pour pouvoir m'adresser à l'ambassadeur. Absolument. Pascal Lamy, je vous vois réagir véhémentement. Vous n'êtes pas d'accord? En 2 mots. 1, sur cette affaire de bœuf aux hormones, l'Union européenne a interdit l'usage de 7 hormones. L'OMC a autorisé l'Union européenne à interdire l'usage de 6 de ces hormones, mais pas une qui s'appelle le bêta-estradiol, parce que, à l'époque, l'Union européenne a montré qu'il y avait peut-être un certain danger sur 6 de ces hormones, mais pas sur le 7e. Bien. Résultat de tout cela, l'Union européenne continue à interdire cette hormone, et nous avons passé un arrangement avec les États-Unis, comme quoi, pour le prix de la non-observation par l'Union européenne de cette décision judiciaire de l'OMC, nous acceptions d'importer quelques tonnes de plus de Hilton Beef, qui est une catégorie de bœuf un peu particulière, qui d'ailleurs ne comporte pas d'hormones, ce qui prouve d'ailleurs que même les Américains, quand il s'agit de produire du bon bœuf, le font sans hormones. Quant à la conditionnalité des accords d'ouverture des échanges, qu'on appelle à tort des accords de libre-échange, prenons l'exemple du Mercosur, que peut-être tu n'as pas tout à fait lu complètement, Arnaud. Car si tu l'as lu, tu verras qu'il y a une clause dans l'accord sur le Mercosur qui dit « Les 2 parties à cet accord considèrent que l'application des accords de Paris fait partie des engagements réciproques de cet accord. » Comme vous le savez, l'accord de Paris sur le changement climatique, ce n'est pas un accord obligatoire, c'est un accord volontaire. Chacun décide du parcours qu'il notifie à les Nations Unies sur sa transition vers le zéro carbone. L'accord avec le Mercosur transforme l'accord de Paris en une obligation réciproque de l'Union européenne vis-à-vis des pays du Mercosur et des pays du Mercosur vis-à-vis de l'Union européenne. Est-ce que le fait que M. Bolsonaro ait autorisé des défrichages dans la forêt amazonienne, dont on voit les conséquences, est ou non conforme à l'engagement que le Brésil a pris parmi les pays du Mercosur de respecter l'accord de Paris? Je ne suis pas assez expert pour le savoir, j'ai mes doutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le Brésil ne respecte pas la partie du contrat qui consiste à appliquer l'accord de Paris, alors l'accord commercial tombera. Si ça ne s'appelle pas une conditionnalité environnementale, je me demande comment ça s'appelle. Monsieur Montebourg, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter une chose qui, aujourd'hui, montre qu'il y a une montée des mesures et des attitudes unilatérales des gouvernements, qui est illustrée par le Trumpisme. C'est-à-dire que finalement, comme il n'y a pas eu de conditionnalité suffisante, bien sûr c'est récent, très bien, d'accord, concédons ça et soyons d'accord sur l'essentiel. Mais la conditionnalité, si elle avait existé en matière sociale, en matière environnementale, je ne pense pas que nous en serions là dans la guerre commerciale Chine-Amérique. Et nous ne savons pas quel sera le résultat, soit d'une négociation et d'une conciliation entre les parties, votre pays, monsieur l'ambassadeur, et les États-Unis d'Amérique, soit un déchaînement de la violence et la montée, l'escalade d'un conflit, et avec le risque d'un autre terrain d'ailleurs. Donc notre préoccupation, c'est est-ce qu'il y a un lieu où on arrive à trouver des points de conciliation sur les préférences collectives divergentes entre les continents, pays, États-nations, où les citoyens de ces pays expriment des divergences quant aux choix qu'ils font pour eux-mêmes. Et c'est naturel, c'est l'histoire de l'humanité. Il n'y en a pas. D'ailleurs, l'OMC est paralysé, il n'y en a plus. Les discussions sur les accords de libre-échange aujourd'hui, si vous écoutez ce qu'a dit un des membres du gouvernement d'Emmanuel Macron, Nicolas Hulot, il dit « nous sommes loin du compte ». Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Je crois qu'il a une certaine crédibilité, légitimité pour le dire, et je ne suis pas loin d'être convaincu par sa position. Donc, quant à la question de notre rapport avec le reste du monde, moi j'approuve le fait qu'un gouvernement, d'ailleurs ce devrait être la tâche de tout gouvernement, cherche à rendre attractif notre beau pays,
Cela est fondamental et nécessaire. On peut le faire d'une façon naïve, on peut le faire d'une façon mercantiliste, ce que font toutes les grandes nations du monde, les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, pas assez la France. Et par exemple, la question du déficit commercial que la France entretient avec la Chine. Nous avons 28 milliards, encore je crois l'année dernière, de déficit avec la Chine, monsieur l'ambassadeur. Sur 10 ans, ça fait presque, c'est parce qu'il n'a presque pas varié, on est entre 25 et 30 milliards sur 10 ans, ça fait presque 300 milliards de déficit par rapport à la Chine sur 10 ans. Ce n'est pas rien. Monsieur Trump se bat pour 200 milliards de déficit avec la Chine en un an. Donc voyons bien que nous avons là une difficulté par rapport à ce qu'est en train de devenir la République populaire de Chine, la première puissance mondiale. Donc nous sommes fondés à poser un certain nombre de questions. Alors, monsieur l'ambassadeur, je suis venu avec un petit cadeau. Je vous ai apporté du miel de l'entreprise que j'ai fondée, Bleu Blanc Ruche. Page de publicité. C'est du miel made in France. Et vous voyez, monsieur l'ambassadeur, ce miel, je ne peux pas le faire goûter à vos compatriotes chinois. Parce que votre gouvernement a pris une décision d'interdire le miel du reste du monde dès lors qu'on détectait dans un des pays d'où vient ce miel l'acarien varroa, la loque américaine et la loque européenne. Je dois vous dire qu'il n'existe pas sur Terre de pays où ces trois fléaux ne touchent pas l'apiculture, à part la planète Mars peut-être, la Lune, Jupiter, qui sait, mais il n'y a pas de pays. Donc tous les miels du reste du monde sont interdits d'entrée pour de très mauvaises raisons sanitaires, parce que vous n'attaquez pas le produit, vous ne le contrôlez pas, vous attaquez le pays. Même en Chine, il y a des miels qui sont touchés par le varroa, la loque américaine, la loque européenne, qui sont libres d'importation sur le territoire européen et qui ruinent l'apiculture française et européenne. Donc moi, je me pose la question, monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'il ne va pas falloir que nous prenions des mesures de réciprocité, interdisant les miels chinois d'entrer en Europe, s'il y a des traces de varroa, loque américaine et européenne, comme c'est le cas s'agissant des miels chinois. Donc nous avons là un problème de loyauté des échanges. Où est la régulation, cher Pascal? Nulle part. Alors je m'adresse à l'ambassadeur. Je vous demande de lever les mesures de destruction, car votre gouvernement a pris des mesures de destruction des cargaisons des entreprises françaises. Donc moi, je ne vais pas aller faire détruire ma cargaison, j'attends que vous preniez une décision favorable. Alors, monsieur l'ambassadeur, je ne sais pas si les paroles de monsieur Montebourg sont douces comme du miel à vos oreilles. En tout cas, vous avez constaté la politique de America First de Donald Trump depuis son arrivée au pouvoir. Il a pris la Chine comme première cible. Comment voyez-vous cette politique de Donald Trump? Et certainement, on reviendra sur le miel, quitte à prendre un thé au miel tout à l'heure. Oui. Dans la mondialisation, il y a des gagnants, il y a des perdants. Commençant comme ça va mal se terminer là. Tout en stimulant l'économie mondiale, la mondialisation a également conduit à des écarts de richesse croissants au sein des pays et entre les pays. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui s'élèvent pour la critiquer. Mais d'après nous, nous estimons que les problèmes que nous avons élaborés tout à l'heure ne sont pas inhérents à la mondialisation en soi, mais proviennent plutôt du fait que certains pays développés n'ont pas su distribuer équitablement les dividendes de la mondialisation pour, d'un côté, améliorer leur compétitivité et de l'autre, rémunérer justement les travailleurs. Bien sûr, certains pays en développement n'ont pas consacré le peu de dividendes de leur main-d'œuvre et de leurs ressources à l'indispensable développement de leurs infrastructures et de leurs capacités de production. Pour ces pays, l'antimondialisme ne résoudra rien et ils auraient tort de jeter le bébé avec l'eau du bain.
il existe une erreur plus grande encore. C'est de croire que lorsqu'on est malade, c'est aux autres de se soigner et de vouloir confisquer pour son seul profit les chances qu'offre à tous l'économie mondiale. En ce qui concerne le conflit commercial sino-américain, notre position est toujours la même. Nous ne voulons pas la guerre commerciale, mais si on veut nous en imposer une, nous la ferons. Nous sommes disposés, dans un esprit de respect mutuel et d'avantages réciproques, à négocier avec les États-Unis pour résoudre leurs préoccupations, notamment déficit du commerce. Cependant, il n'est pas question pour nous de sacrifier nos intérêts fondamentaux pour le simple plaisir de parvenir à un accord. L'économie chinoise est assez solide et résistante pour faire face aux risques et menaces qu'entraînent les conflits commerciaux. Parallèlement, nous sommes persuadés que le protectionnisme est une impasse avec de plus un fort effet boomerang, puisqu'en fin de compte, personne ne peut exporter et tout le monde se trouve coincé. Comme l'a dit le président chinois Xi Jinping, vouloir répartir l'océan de l'économie mondiale en une série de petits fleuves et de petits lacs bien séparés les uns des autres n'est non seulement impossible, mais de plus totalement à contre-courant de l'histoire. Merci. Eh bien, monsieur le secrétaire d'État, puisqu'on parle d'eau, vous qui nagez très bien dans toutes les eaux, la diplomatie économique, jusqu'à maintenant, c'était considéré comme la soft power. En ce moment, on se rend compte, c'est du hard power que vous faites, non ? Alors peut-être, pour rebondir au préalable, parce que beaucoup de choses se sont dites, et on a l'impression que les accords commerciaux, c'est stop ou encore. Et même, vous faites un sondage FUS sur l'application du point.fr, pour ou contre, il y aurait contre à 80%. Donc, il y a un moment, il faut expliquer que, par exemple, avec la Chine, nous n'avons pas d'accord commercial. Et pourtant, on a un déficit de 28 milliards d'euros. Donc, on voit bien que ces accords commerciaux ne sont pas responsables en eux-mêmes d'un déficit, d'un envahissement de notre marché, et que par ailleurs, les accords commerciaux ne sont pas là pour permettre de faciliter la venue de produits qui ne respectent pas nos préférences collectives, nos préférences environnementales. Et d'ailleurs, nous n'avons pas d'accord commercial avec la Chine, je le répète, et pour autant, un certain nombre de produits fabriqués là-bas, eh bien, je dirais, ne respectent pas forcément toutes les normes environnementales que nous pouvons avoir en Europe. Et donc, au contraire, les accords commerciaux permettent de placer un certain nombre de partenaires, je pense notamment au Canada par exemple, de les engager positivement pour leur faire prendre vraiment des engagements très forts. Et de ce point de vue-là, les accords, en fait, permettent de progresser, et notamment en matière sociale. Nous avons signé un accord commercial avec la Corée en 2011. La Corée s'est engagée à ratifier des conventions de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, donc des conventions sociales. La Corée ne l'a pas fait. L'Union européenne est en train d'activer les mécanismes de différends, parce que très clairement, quand un partenaire prend un engagement, il doit le respecter. Et c'est d'ailleurs, je crois, un des enjeux de la nouvelle Commission européenne qui entre en jeu, faire en sorte de faire respecter tous ces accords. Ces accords ne doivent pas être des tigres de papier, ils doivent véritablement apporter un plus pour nos entreprises, de nouveaux débouchés. Et puisqu'on a beaucoup parlé du Canada, je vois d'ailleurs quelques entrepreneurs de la Nouvelle-Aquitaine, cet accord a permis de protéger ce qu'on appelle les IGP, les indications géographiques protégées. Le jambon de Bayonne, il était fabriqué au Canada sous le nom jambon de Bayonne, mais pas avec le même savoir-faire que celui que nous avons au Pays Basque. Eh bien, désormais, il est protégé. Ce nom-là ne pourra plus être utilisé. Tout ça pour vous dire que ces accords commerciaux, ils permettent quand même, je crois, de progresser dans le respect de normes sociales, de normes environnementales et de créer des débouchés à nos entrepreneurs et notamment aux filières agricoles. Pascal Lamy, on a parlé du miel, du jambon de Bayonne. Je ne sais pas si vous allez finir de compléter le repas et je vous vois réagir. À vous la parole. Alors, sur le miel, chaque pays, en fonction des règles de l'OMC, c'est la même chose que pour les hormones dans le bœuf, chaque pays a le droit d'interdire l'importation
de substances dont il considère qu'elles sont nuisibles à la santé de son peuple. C'est écrit dans les statuts de l'OMC. Donc, c'est un droit de chacun. Reste à savoir, et c'est pour ça que ça s'apprécie au cas par cas, si ce qui est permis chez vous est interdit chez les autres ou vice-versa. Alors, évidemment, une des conditions pour que ça marche, c'est que ce que vous interdisez à l'importation parce que ce n'est pas bon pour la santé de votre population, ce soit aussi interdit chez vous. Alors, est-ce que nos amis chinois pratiquent leur interdiction de cette manière? Je ne sais pas, ça se vérifie. Et si l'Union européenne, actionnée par Arnaud Montebourg, ou la France, parce que c'est les gouvernements qui sont en charge, considère que c'est à tort que la Chine invoque des raisons sanitaires pour interdire l'importation de miel européen, l'Union européenne va traîner la Chine à l'OMC et elle va gagner ou perdre. Un mot sur un sujet qui a été évoqué en passant, mais qui, à mon avis, est celui, et notamment pour les entreprises qui sont ici, qui est celui des années qui viennent. Le fait que la mondialisation, ce n'est pas juste, on le sait depuis longtemps, c'est compliqué, il y a des choses à faire, on le fait ou on ne le fait pas. L'élément nouveau, c'est que dans nos populations, et notamment en Europe, et on a vu ça à l'occasion des dernières élections européennes, la grande question qui se pose de plus en plus et de plus en plus vite, c'est la compatibilité de l'intensification de l'échange international avec les questions environnementales. Ça, c'est la question des 2, 3, 4, 5 années qui viennent. C'est une question que les institutions européennes vont être obligées, parce que les élections européennes leur ont envoyé le message, de mettre au premier rang. On en discutera au Forum de Paris pour la paix le 12 et le 13 novembre prochain, comme de toutes ces questions qui mobilisent beaucoup les opinions, et notamment les jeunes. Et nos amis du MEDEF savent qu'un certain nombre d'entre nous, y compris à la Chambre de commerce internationale, avons commencé à travailler sur cette question. Il y a là des tas de questions qui se posent, il y a des tas d'options possibles, il y a des tas de solutions possibles. Elles concernent très très directement toutes les entreprises. Je ne parle même pas des entreprises du transport aérien qui commencent à se demander si l'impact des campagnes contre le transport aérien ne va pas avoir des conséquences assez dramatiques sur l'industrie aérienne. Donc toutes ces questions, ce sont celles qui vont venir, ce sont celles sur lesquelles on doit se focaliser. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, la bonne nouvelle pour notre ami l'ambassadeur de Chine à Paris, c'est que l'Union européenne et la Chine sont beaucoup plus proches l'un de l'autre que le sont l'Union européenne et les États-Unis ou la Chine et les États-Unis. Pascal Cagny, est-ce que les produits et services où la France est spécialisée sont les bons pour s'insérer dans cette répartition mondiale de la production, pour être compétitif? Bien sûr, il y a le miel, mais à part ça. Il y a le miel, mais il y a bien d'autres activités. Mais j'aimerais répondre à notre ambassadeur de Chine pour lui dire que, peut-être dans les gagnants et les perdants, finalement, notre pays et les générations d'avant ont fait certaines choses de manière plutôt intelligente. On a aujourd'hui à offrir dans ce pays les meilleures infrastructures qui soient en Europe. Le meilleur réseau routier, aéroportuaire, ferroviaire. Nous avons une décision claire qui est d'offrir le haut débit au plus grand nombre, c'est-à-dire jusqu'au dernier kilomètre. Nous avons pris le soin aussi d'avoir une législation qui est extrêmement protectrice de nos salariés, qu'on nous reproche souvent. Et finalement, on s'est focalisé à plein d'égards sur ce qui est à forte valeur ajoutée. Et donc, quand vous notiez que dans les perdants, il y avait ces gens qui n'avaient pas pris complètement la mesure de cela, je crois qu'il faut avoir un ton un petit peu différent et considérer que la France est sans doute, elle n'a pas pris totalement la mesure de ce qu'on pouvait faire sur ces 20-30 dernières années, mais qu'aujourd'hui nous sommes mieux équipés que de nombre d'autres pour tirer parti d'un moment de l'histoire où, en parlant à la fois de l'agroalimentaire, des industries où nous sommes très forts, c'est-à-dire l'aéronautique, l'automobile, la chimie et la pharma, on doit pouvoir épouser cette révolution numérique forte, l'intelligence artificielle, où tous les grands de ce monde viennent sur notre territoire national et nous permettent d'avoir plus de centres de recherche-développement qui ancrent des emplois ici en France qu'en Allemagne et en Angleterre.
Donc, pour répondre à votre question, je pense qu'aujourd'hui, la France a des attributs comparatifs extrêmement forts. On a finalement, à la force de quelques réformes, rendu ce pays plus compétitif, même sur l'industrie, et ce n'est pas su de manière assez forte. On a un coût horaire manufacturé qui est aujourd'hui plus faible que celui de l'Allemagne, et dont on sait que l'Allemagne a tiré parfaitement parti de cette mondialisation sur ces 2 décennies passées. Donc je pense qu'avec une focalisation sur les spécialisations et sur un sujet dont on n'a pas encore parlé, c'est-à-dire la quête des talents, s'assurer que ici nos entreprises puissent avoir les bons talents, les bonnes professions. Je vais vous donner l'exemple de UPS. On a le privilège d'avoir un centre de plus de 30 000 m² d'UPS qui vient à Vitry. Vous dites que c'est un centre de tri. Vous allez imaginer là que vous allez avoir beaucoup d'employés à des salaires qui sont au SMIC et autres. Vous rentrez dans ces 30 000 m², vous voyez en fait 8 km de track qui ont des capteurs. Et en fait, les emplois qu'ils ont du mal à recruter sont des emplois à 3 000 ou 4 000 euros, qui sont des techniciens qualifiés. Sachant que des camions arrivent avec des marchandises et doivent repartir avec une direction différente. Donc ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est former ces techniciens, ces métiers, pour qu'on puisse mieux attirer ces emplois. Et je vous rappelle encore que ces emplois fournissent plus de 10% de ceux de la population française, participent à un effort de recherchement très fort. Et dans les exportations, Arnaud, où on a un déficit fort de 25 milliards avec la Chine, on a 30% d'entreprises qui viennent sur le territoire national, produisent, créent des emplois et réexportent à partir de là. Donc je pense qu'il faut qu'on prenne conscience de nos forces et qu'on redéfinisse une décennie qui devrait être une décennie extrêmement intéressante pour le territoire français. Alors, monsieur l'ambassadeur, Pascal Cagny pense que la France a absolument tous les attributs, les atouts pour être le grand bénéficiaire de la mondialisation. Force est de constater que beaucoup de voix s'élèvent pour dire que c'est la Chine le grand bénéficiaire de la mondialisation. C'est votre avis? Que leur répondez-vous? Je voudrais tout d'abord revenir sur le problème de miel. Ça fait son chemin, c'est bien. Ce n'est pas parce que la Chine ne veut pas importer le miel Monsieur Montebourg. De Monsieur Montebourg. Oui, vous savez, le déficit commercial n'est pas l'objectif que poursuit la Chine. Nous espérons importer de plus en plus des marchandises étrangères pour, améliorer, pour parfaire l'envie de notre population d'avoir une vie meilleure. Et bien sûr, il y a des mesures phytosanitaires. C'est tous les pays l'ont, n'est-ce pas? Vous savez, quand la Chine intègre dans la mondialisation, nous suivons, nous appliquons les règles du jeu international définies par les pays occidentaux. Donc, beaucoup de mesures, beaucoup d'applications, beaucoup d'approches pratiquées par la Chine sont apprises par nous auprès des pays occidentaux. Donc, la Chine non seulement ne poursuit pas l'énorme déficit commercial envers des autres pays, mais nous ouvrons toujours plus davantage notre porte pour importer plus de marchandises des autres pays. Et en ce qui concerne votre problème, je vais dire quelques mots. La Chine, on se focalise souvent sur le taux de croissance de la Chine, mais on ne voit pas les efforts déployés par le peuple chinois là-dedans. Donc tout à l'heure, j'ai dit que nous avons dépensé toutes les dividendes que nous avons gagnés dans la mondialisation, dans le développement de nos infrastructures, dans le développement de notre capacité de production. Et nous avons déjà établi un tissu industriel le plus complet par rapport à la classification de l'ONU. Et nous avons établi un tissu d'infrastructures de classe mondiale, aussi, au terme aussi
de couverture et de qualité. C'est la raison du développement de la Chine et c'est la raison pour laquelle la Chine bénéficie de la mondialisation. Mais dire que la Chine est le plus grand bénéficiaire de la mondialisation, je pense que c'est discutable. En effet, je vous donne un exemple. Un téléphone mobile Apple, assemblé en Chine. Donc 80% de bénéfices vont aux entreprises américaines et 15% vont au Japon, à la Corée du Sud, à l'Union européenne. Ne reste pour la Chine que 5% de bénéfices gagnés par ses travailleurs. Donc ce n'est pas la Chine qui gagne le plus, qui bénéficie le plus de la mondialisation, mais c'est quelque chose gagnant-gagnant. Tous les pays y gagnent. Merci. Monsieur le secrétaire d'État, parfois on a l'impression que local s'oppose à global. C'est un contresens d'opposer les deux notions. On a des entreprises françaises bien ancrées dans le territoire. Elles arrivent à aller à la conquête des marchés étrangers. Il y a des réussites. Il y a des réussites dans ce domaine. Ah bien sûr, non mais on est d'ailleurs en travaillant avec les chambres de commerce, avec Business France, on a une très grosse réforme, naturellement avec les partenaires sociaux, on a une très, très belle réforme Team France Export pour véritablement aller ouvrir, conquérir les marchés, faire en sorte que toutes les entreprises qui ont un potentiel à l'export puissent le réaliser, parce que c'est vrai que c'est perçu comme souvent un peu complexe, et il ne faut pas prendre trop de risques inconsidérés, mais je veux vraiment saluer cet engagement et qui fait que désormais, un interlocuteur unique, il n'y a plus 36 guichets, etc. Et donc c'est comme ça que le local, effectivement, va vers le global. En tous les cas, là encore, les résultats commencent à être au rendez-vous, avec, on l'a dit, des exportations qui croissent, et ces accords commerciaux qui permettent d'ouvrir de nouvelles routes. Je vous donne un exemple sur le Japon. On a un accord qui est rentré en vigueur au 1er février. Eh bien, on fait le bilan sur le premier semestre, plus 20% d'exportation française au Japon. Les Japonais, eux, sont restés stables sur leurs exportations vers la France. Donc on voit bien que dès lors qu'on travaille tous ensemble à rendre concret tous ces accords, pour pas que ça reste encore une fois des documents sous une étagère pas utilisés, eh bien ça profite, ça crée de l'emploi et c'est bon pour nos territoires. On a évoqué le Mercosur, le CETA est déjà en vigueur. Pascal Cagny, vous m'en parliez tout à l'heure. Quel bilan peut-on faire? L'ambassadeur de Chine peut intervenir, puisque avant d'être en fonction le 31 juillet en France, vous étiez en poste au Canada. Ça se passe bien, le CETA, alors quel bilan? Les premiers chiffres montrent qu'en fait, on est passé, je crois, c'est le chiffre que mon ministre mentionnait, de 40 à plus de 880 millions d'excédents. Donc je répète, c'est-à-dire qu'à un temps T, on était seulement à 40 millions d'excédents. Le fait d'avoir conclu et tiré parti de cet accord fait que les qualités dont je vous parlais de l'industrie française, cette redécouverte de l'entrepreneuriat, cette réforme Team France Export a permis de mobiliser les ressources et qu'on est passé à 880. Reproduisez cela sur toutes les zones et les échanges économiques. Mexique, peut-être un jour, bientôt Mercosur, mais aussi la zone asiatique qui est aujourd'hui assez peu appréhendée par nos entreprises. Et je crois qu'on va effectivement créer de la richesse sur nos territoires nationaux. Et sachez que de la façon inverse, quand vous avez des entreprises qui regardent l'Europe et qu'elles songent à créer une usine ou un centre logistique, il faut que vous sachiez tous ici, au MEDEF, qu'une entreprise sur 4 décide d'aller sur le territoire français alors qu'on a 27 concurrents. Donc on truste totalement le savoir-faire sur à la fois créer des sites industriels, des sites logistiques, même chose sur la recherche et développement. 1 sur 4 des implantations. Et ce savoir-faire est un savoir-faire français unique qu'il faut absolument valoriser. Et on veut faire plus parce qu'on sait qu'une fois qu'on a de la R&D, qu'on a l'usine, on a des emplois et on va parler de plus en plus d'extension. Donc ce savoir-faire est fort. Plutôt que de se lamenter de ce qui se passe mal, je pense qu'il faut qu'enfin, ensemble, on regarde les attributs qui sont les nôtres et qu'on tire parti de cette dynamique extrêmement forte.
Au début juillet, le secrétaire d'État, M. Jean Lemoyne, vous disiez que l'accord Mercosur allait permettre de replanter 12 millions d'hectares de forêt en Amazonie. Tout allait bien. Donc, si vous dites effectivement que les accords commerciaux ont des effets bénéfiques formidables, donc c'est bien dommage pour le moment que le Mercosur soit à l'arrêt. Vous pensez que c'était déjà difficile de défendre les intérêts économiques, de signer des accords commerciaux avec des partenaires parfois aussi puissants que la Chine ou d'autres pays comme ça. Donc, intégrer la dimension climatique, aussi importante, fondamentale soit-elle, ça va permettre effectivement de défendre les intérêts français, de signer d'autres accords commerciaux? Je crois que nous sommes attractifs pour signer des accords commerciaux pour d'autres parties dans le monde parce que nous sommes européens et parce que nous sommes effectivement 27 nations bientôt, un marché de 500 millions de consommateurs et on se rend bien compte que d'ailleurs Boris Johnson dans quelques semaines, quelques mois, quand il devra négocier probablement des accords commerciaux avec d'autres parties dans le monde, il verra qu'il a moins de leviers que nous, Européens, réunis. Et j'insiste là-dessus parce que c'est ce qui nous permet d'obtenir des concessions significatives, d'avoir les résultats que j'évoquais. Et je le dis parce qu'on voit bien une montée un peu de populisme qui remet en cause l'intérêt de l'Europe. Et faisons un saut 30 ans en arrière. Moi, je vivais à Berlin et je me souviens de ce 9 novembre 89 où il y avait des jeunes Est-Allemands qui venaient poser des petites bougies devant les Vaupeaux armés, devant le mur de Berlin. Eh bien, ils ont fait tomber ce mur, l'Europe s'est réunifiée, et l'Europe, aujourd'hui, elle pèse dans le monde, et ça, c'est un talisman précieux qu'on doit tous bien garder. Merci à tous, messieurs. Le sujet, bien sûr, n'est pas épuisé, mais je vous remercie tous, malgré vos divergences, ou encore d'avoir bien voulu résumer ce sujet pour nos invités, et je vous invite tous à prendre un thé au miel avec M. Montebourg, bien sûr.